bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien sur Médien TV. 2022, une année empreinte d'espoir et de réalisation au Maroc comme ailleurs. Malgré la pandémie qui perdure, l'année 2022 s'annonce toutefois comme celle de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Royaume, un modèle qui a vocation à restaurer la confiance, on le sait, un modèle dont l'AFD, l'Agence française de développement au Maroc, est un témoin privilégié. L'AFD qui célèbre cette année ses 30 ans de présence au Maroc, 30 ans de coopération et d'action commune dans de nombreux domaines. Nous verrons, cet entretien sera aussi l'occasion d'évoquer les enjeux du sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre demain, 17 et 18 février à Bruxelles. Un sommet décisif, il faut le dire, pour le continent africain qui aspire à des partenariats plus équilibrés. On va en parler, des enjeux stratégiques tant pour l'Europe que pour l'Afrique. L'Afrique où le Maroc a aussi des cartes à jouer en matière de coopération et de développement durable sur le continent. Et là aussi, l'AFD, l'Agence française de développement, est un relais et un acteur qui compte. Comment, sur quels critères sa mission a-t-elle évolué? J'ai le plaisir de recevoir Mioub Mezouari pour en parler. Mioub Mezouari qui est directeur de l'Agence française de développement au Maroc. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, je vous propose de commencer tout simplement par la mission, la vocation de l'AFD, notamment son évolution depuis sa création, comme on disait. Oui, écoutez, l'Agence française de développement, au fond, doit être amenée à ce qu'elle est. L'Agence est d'abord un établissement financier. Donc, comme tout établissement financier, la vocation est de pouvoir lever de la ressource sur le marché financier et de transformer cette ressource en investissement, alors ce qu'on appelle un investissement à impact économique, social, environnemental, on y reviendra. Et donc, en ce sens, elle appartient à cette grande famille des banques publiques de développement. Donc, des banques publiques de développement, il en existe dans chacun des pays, et puis certaines d'entre elles ont une vocation plus internationale. Et l'AFD fait partie effectivement de ces banques internationales publiques de développement. Alors, 30 ans, 30 ans déjà de présence au Maroc, 30 ans de coopération. Le Maroc qui est le premier partenaire de l'AFD. Comment on en est venu là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un partenariat particulier, privilégié entre l'AFD et le Maroc? Oui, tout à fait. Il y a une histoire partenariale. Une histoire partenariale que raconte d'une certaine manière le petit film que vous projetez. Alors, cette relation, effectivement, est extrêmement forte si l'on en regarde les chiffres. Ça a été dit, on a eu l'occasion de le dire à travers les médias ces derniers jours. Il faut les rappeler très rapidement. C'est 7,6 milliards d'euros de financement d'investissement de l'AFD sur le Maroc. Et puis, c'est sans doute une accélération au fil du temps, avec effectivement un montant de financement de 2,3 milliards au cours des 5 dernières années. Voilà. Maintenant, au-delà des chiffres, objectivement, les chiffres, c'est un côté assez abstrait, d'une certaine manière, et que, au-delà des chiffres, les dynamiques comptent et sont beaucoup plus importantes. Et ces dynamiques comptent, elles sont de quelle nature, au fond, lorsque l'AFD intervient, Alors, ce qui est important de dire aussi, Nadia, c'est que nous ne finançons que les projets qui sont portés par nos partenaires. Donc les projets que nous finançons sont d'abord les projets de l'État marocain lorsqu'il s'agit de financement de politique publique ou de différents promoteurs, qu'il s'agisse des collectivités locales, des entreprises, etc. 120 partenaires dans le monde. Alors, 120 partenaires dans le monde. Oui, 120 partenaires dans le monde et avec effectivement une concentration malgré tout de ces financements sur quelques pays, avec lesquels on a des relations peut-être plus profondes, privilégiées. C'est le cas du Maroc. Alors pourquoi le Maroc, premier partenaire financier? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Au fond, il y a peut-être 3 raisons assez simples pour expliquer pourquoi cette intensité est élevée. D'abord parce que le Maroc est un pays quand même qui, parmi les pays du continent africain, a, au cours des 20 dernières années, fait un effort d'investissement public extrêmement élevé. Voilà, le taux d'investissement public, il est autour de 30%, il est même un petit peu au-delà de 30%. Il y a 2-3 pays sur le continent qui ont cet effort d'investissement public. Donc forcément, pour un bailleur qui finance en grande partie de l'investissement public, ça donne une profondeur d'action. La seconde raison, c'est aussi la qualité
des maîtrises d'ouvrage, la qualité de nos partenaires. Il est évident que si ça se passait mal, par construction, on aurait plus de difficultés à mobiliser plus de financement. Et puis la troisième, qui est peut-être plus profonde, qui est toutes ces interdépendances qui lient ces deux pays et qui constamment régénèrent, ouvrent des opportunités, des perspectives. Et tout ça alimente effectivement le partenariat entre l'AFD et puis nos partenaires ici au Maroc. D'accord. Donc on peut vraiment parler d'une spécificité de partenariat avec le Maroc au regard de ce que vous venez de dire, hein, la profondeur d'action et puis aussi la qualité d'expertise. Oui, une profondeur et puis surtout une qualité de partenariat. Je pense que c'est peut-être le terme le plus juste, avec un partenariat qui est un partenariat très exigeant. Hein. Au-delà de ces chiffres, c'est aussi une exigence réciproque, mutuelle, bien entendu. Et puis c'est aussi une qualité d'écoute que l'on peut avoir de part et d'autre. Et puis objectivement, c'est aussi une proximité. 80% de notre équipe ici au Maroc est marocaine. Donc voilà, tout ça participe, contribue, compte beaucoup pour créer ce capital de confiance qui s'est construit progressivement dans le temps et qui est aujourd'hui un acquis. Un acquis, parce que vous avez, au fil du temps, justement, travaillé à l'étranger, et c'est vrai que cette proximité compte dans cette coopération. Oui, elle compte. Vous l'avez dit tout à l'heure, Nadia, c'est 120 pays, donc 120 pays de l'hémisphère sud du globe. Par la force des choses, on a des relations extrêmement différentes selon les continents, selon les pays, mais avec une priorité forte de l'AFD sur le continent africain, puisque 50% des financements globaux de l'AFD sont orientés sur le continent africain. D'accord. Alors parlons de ces projets justement de coopération qui ont compté, des projets de coopération phares auxquels l'AFD a pris part au Maroc, tant du point de vue donc de l'envergure des projets, mais aussi de l'expertise échangée. Alors les projets phares, ce sont d'abord les projets phares de nos partenaires, ce sont leurs projets que nous accompagnons. Et donc ces projets phares, vous les connaissez. L'AFD a, au cours en tout cas des 20 dernières années, beaucoup été mobilisé sur ce rattrapage en matière d'infrastructure que le Royaume a fait. C'est visuel, c'est évident. Et donc il y a un ensemble de projets extrêmement structurants qui ont été accompagnés financièrement, techniquement, par l'Agence française de développement. Plus récemment, c'est quand même aussi des stratégies clés. Il me semble qu'on est dans une phase de nouvelle génération de politique publique au Maroc. C'est le cas de la stratégie Génération Green, c'est le cas de la stratégie Forêt du Maroc, c'est le cas aussi de la réforme de la protection sociale. Tout à fait. Voilà, tout ça sont des nouvelles politiques publiques qui sont au cœur des enjeux de ce pays. Et tout ça dit aussi d'une certaine manière la qualité du dialogue de haut niveau que nous avons ici avec nos partenaires. Donc il y a ce premier bloc qui est le bloc peut-être le plus structurant. Et puis ensuite il y a les projets qui sont peut-être plus invisibles, moins évidents, mais pas pour autant moins importants. On a cette aptitude ici au Maroc, en tout cas avec nos partenaires, de pouvoir tenter des choses, de pouvoir expérimenter. Et donc on a quelques projets qui sont plutôt des projets d'expérimentation, des projets innovants. Alors je peux les citer, mais très vite. Oui. On a un projet avec l'agence du digital sur les start-up d'État. Donc comment, au sein des administrations, on peut stimuler l'initiative entrepreneuriale. C'est aussi le cas de programmes d'éducation citoyenne par le sport que nous faisons en partenariat avec la NBA et puis la Société d'aménagement de la ville de Zenata, par exemple. C'est aussi dans le domaine culturel, faire la démonstration que l'entrepreneuriat culturel peut s'inscrire dans des modèles économiques viables, durables. Donc voilà, donc tous ces projets qui sont des projets expérimentaux que nous menons avec nos partenaires sont aussi une manière de nous interroger sur nos propres pratiques et puis de contribuer ainsi à régénérer progressivement la nature de notre partenariat et à faire glisser comme ça notre partenariat peut-être vers des sentiers moins battus. Interroger votre propre pratique, c'est intéressant comme réflexion, notamment durant cette période, la pandémie. Ça fait quasiment 4 ans que vous êtes là, Meyoub Mezouari, je crois. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Voilà. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Sur ces 3 ans et demi, il y a eu quasiment 2 ans de crise sanitaire, de pandémie. Comment cette période a impacté justement sur les activités de vos financements? Qu'est-ce qui a changé?
Je crois que beaucoup de choses ont changé Oui, avec oui. la crise sanitaire. Mais non, pour répondre à votre question plus sérieusement, d'abord, ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on vit une crise aussi forte que celle-ci, c'est d'une certaine manière aussi un moment de vérité. Voilà, c'est un stress test grandeur nature. Et donc, forcément, ça nous interpelle et ça nous questionne. Bon, c'est d'abord quand même vivre cette crise. Voilà, on est tous des femmes et des hommes, et donc Ouais. c'est aussi des émotions partagées qu'on a vécues avec nos partenaires. Hein. On a tous été sidérés quand même quelque part en début de l'année 2020. Alors qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé peut-être, je pense, deux choses. La première, c'est que on était dans ce contexte-là, qui est un contexte effectivement de sidération, de besoin de réactivité très forte. Bon, je disais tout à l'heure que l'AFD est un établissement financier. Au fond, c'est quelle est la capacité de l'AFD à libérer des ressources financières et donc à injecter des ressources financières. Ça, tant dans le budget de l'État, tant dans le marché bancaire ou auprès de nos partenaires opérateurs publics. Donc, on a dû effectivement procéder à des aménagements et d'essayer de pouvoir effectivement libérer ces ressources le plus vite possible, parce que le besoin était de réagir très vite au cours des 6 premiers mois de l'année 2020. Donc ça nous a effectivement ça nous a conduit, bien sûr, ça nous a conduit à essayer de faire évoluer, de nous adapter aux besoins du contexte, aux D'être besoins résilient. d'être résilient et puis d'être réactif. Donc ça a été un élément qui effectivement est un impact de la crise, mais qui peut être vu aussi comme un impact plutôt positif, hein, dès lors qu'on est parvenu à faire ce qui était possible de faire. Et puis la deuxième chose qui me semble importante, c'est le recentrage. Bon, tous les pays, et le Maroc aussi, a dû aussi recentrer ses priorités au regard de ce contexte. Et nous, en tout cas, de notre petite fenêtre, ce qu'on y a vu, effectivement, c'est plutôt un recentrage sur un ensemble de problématiques fortes, de ce que certains appelleraient aujourd'hui l'économie de la vie ou l'économie du vivant. Et donc, avec un autre jargon, on dirait peut-être les problématiques autour du climat, de la transition écologique, parce que nous avons vécu une crise sanitaire, mais au fond, on a vécu autre chose. On a vécu une crise des modèles de développement. C'était encore plus fort et plus prioritaire dans cette période, et en Afrique, je crois, notamment. Et en Afrique, mais partout, objectivement, partout. Aujourd'hui, tous les pays s'interrogent sur, au fond, est-ce que les modèles de développement avec lesquels on a vécu depuis une décennie, 2 décennies, est-ce qu'ils sont toujours aujourd'hui soutenables ? Est-ce qu'ils sont toujours en phase avec les grands enjeux du moment ? Alors le Maroc a fait cet exercice, hein, il a fait cet exercice, il s'est donné un cap, voilà, et puis c'est le résultat de l'expertise locale et c'est très bien. Et donc le Maroc s'est donné dès à présent un cap à 2035 avec effectivement l'ensemble de priorités, d'objectifs. Et tout ça est très structurant pour ses partenaires financiers en général, au-delà de l'AFD, hein, pour l'ensemble de ses partenaires financiers nationaux ou internationaux. C'est fondamental d'avoir effectivement en face des partenaires qui ont cette vision de long terme, parce que nous sommes au fond un outil de financement de long terme. Hein. Un outil de financement à long terme. Alors justement, on parle de l'Afrique, on va parler du sommet qui s'ouvre demain à Bruxelles, Union africaine, Union européenne, 17 et 18 février. Donc, alors, il y a une grosse volonté de renforcer le partenariat des deux côtés. Du côté de l'Europe, avec le souhait de lancer un paquet d'investissements sérieux. Il y a une annonce qui a été faite par la présidente de la Commission européenne. Du côté de l'Afrique, on entend aussi renouveler ce partenariat que l'on souhaite plus équilibré. Alors là encore, le ministre français, Riester, en a parlé, cette prise de conscience, de préoccupation, une meilleure prise en compte des préoccupations africaines, notamment dans les négociations des accords de partenariat économique. Est-ce que l'Union européenne pourra s'appuyer sur l'expérience de l'AFD à ce niveau, sur cet outil de financement ? Oui, je crois qu'il y a 2 questions dans ce que vous dites. Il y a d'abord l'enjeu de ce qui se passe, qui vont quand même très largement au-delà de l'AFD, et puis la modeste contribution que peut avoir l'AFD. Sur les enjeux, vous voyez bien qu'on est dans un temps qui est un temps quand même d'introspection, de questionnement, quelle est la nature de la relation partenariale qui peut se jouer entre ces 2 blocs, l'Europe d'une part et puis l'Afrique.
Bien sûr que l'histoire compte, voilà, c'est évident. Bien sûr que il y a encore quelques irritants qui sont hérités quand même d'une histoire. Bien sûr que les pays membres de l'Union africaine ne sont pas tous alignés, les pays membres de l'Union européenne ne sont pas tous alignés, mais il y a quelque chose peut-être qui transcende en fait tout cela, qui est au fond, est-ce que nous ne sommes pas face à un ensemble d'enjeux qui sont les intérêts des uns et des autres. Et en fait, évoluer dans ce partenariat, me semble-t-il, c'est peut-être partir de cette base-là. Quels sont les intérêts des uns et des autres et comment les uns et les autres peuvent construire un agenda commun. Objectivement, la sécurité sanitaire, on en a fait l'expérience, c'est l'intérêt de tous. Voilà. Est-ce que chacun des pays seul va essayer de répondre à cet enjeu seul? Je ne crois pas. Au fond, on voit que c'est des questions, ces questions qu'on met aujourd'hui dans une box qui est les enjeux globaux. On voit bien que tout ça suppose de la coordination et de la coopération entre les acteurs qui le veulent bien. Aussi, oui, entre les acteurs qui le veulent bien. Le climat, enfin, on voit bien que c'est aussi un tsunami qui est au-dessus de nos têtes, une épée de Damoclès. Tout ça ne trouve pas de solution seul, tout ça trouve des solutions avec une coalition d'acteurs. Et puis, au-delà, puisque c'était le fond aussi de votre question, moi, mon point de vue, la croissance économique du continent africain, c'est un intérêt pour tout le monde. Pour les Africains d'abord, et puis pour l'Europe également. Alors, comment l'AFD peut appuyer justement cette évolution, ce rééquilibrage, si on peut dire justement des relations qui sont perçues du côté africain parfois comme asymétriques aussi. L'AFD a cette expertise, a cette expérience, a son histoire. Oui, tout à fait. Et puis l'Afrique a aussi son histoire et que, effectivement, dire que cette relation asymétrique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est aussi, dans une perspective historique, bien sûr qu'il y a une asymétrie, mais que cette asymétrie aujourd'hui, objectivement, elle correspond plus à ce que sont aujourd'hui les pays africains, ce qu'est l'Afrique dans son ensemble. Et que tout ça, bien sûr, doit évoluer vers peut-être, on espère tous, un narratif, un nouveau paradigme qui fait qu'on glisse progressivement vers des choses qui sont plutôt de l'ordre effectivement d'une relation partenariale forte sur les enjeux que j'ai indiqués par exemple, et donc qui sont des intérêts communs. Et donc l'AFD dans tout ça, objectivement, la contribution de l'AFD ne peut être que modeste, seule. C'est un tout parmi plein de choses. Et moi je pense qu'il y a trois niveaux de contribution de l'AFD. C'est pourquoi pas participer aussi de cette nouvelle vision et donc de ce plaidoyer pour des relations effectivement plus structurantes, des relations qui sont orientées sur ces grands enjeux. C'est bien sûr par sa propre capacité, sa modeste capacité de financement. Voilà, l'AFD mobilise des financements. Aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais 50% des financements de l'AFD au global sont orientés sur le continent africain. Donc l'Afrique est une priorité pour l'AFD. Et puis, ce qui est encore plus important, en fait, c'est est-ce que l'AFD peut, par ses interventions, par ses actions, par ses opérations, mobiliser d'autres acteurs. Alors, des acteurs, bien sûr, qui sont dans l'écosystème des pays, et puis d'autres partenaires internationaux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'AFD est une banque, ce qu'on appelle une banque bilatérale, c'est-à-dire qu'elle est inscrite dans cette politique publique de coopération de la France. C'est aussi une banque européenne, donc ça veut dire que la convergence, la proximité que l'on a avec les autres institutions financières européennes, l'Union européenne, la BEI, la BERD, la KfW, et puis les autres agences de coopération de l'Europe, toute cette proximité, cette convergence opérationnelle et stratégique fait que, au fond, lorsqu'on opère, on essaie le plus possible d'opérer les uns avec les autres et donc d'avoir ce qu'on appelle, alors c'est un peu un jargon technique, mais un effet de levier. C'est-à-dire que quand l'AFD mobilise X montants, les autres partenaires y ajoutent aussi d'autres montants, et puis bien sûr avec nos partenaires et puis les ressources qui peuvent exister localement. Donc voilà, donc ça c'est important de le comprendre. J'avais oublié de dire aussi tout à l'heure que l'AFD est devenu un groupe, et donc dans son évolution, l'AFD a aussi évolué dans sa structuration. Le groupe AFD donc, a deux filiales, une filiale qui s'appelle Proparco, que vous connaissez, et qui est dédiée exclusivement au financement du secteur privé, et puis une deuxième filiale qui est plus récente,
qui formellement a rejoint le groupe AFD depuis le 1er janvier de cette année, qui s'appelle Expertise France et qui est en fait une agence d'expertise. Donc c'est à partir d'Expertise France qu'on va de plus en plus essayer de mobiliser une expertise au regard des projets qui nous sont présentés. D'accord. Alors on parlait d'Afrique. Un mot peut-être sur le rôle du Maroc sur ce continent. Vous aviez dit dans d'autres entretiens que vous aviez la conviction qu'un pays comme le Maroc aurait la vocation à terme de se doter d'un outil tel que l'AFD à terme pour se connecter à l'Afrique. Oui, enfin, je sais bien, vous me lisez, donc mais ce que je devais sans doute avoir à l'esprit à ce moment-là, c'est que, et puis remettre ça peut-être dans le contexte actuel qui vaut pour beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, on voit bien que ce temps de crise est aussi un temps d'introspection stratégique, idéologique. C'est-à-dire qu'au fond, on voit, pour simplifier les choses, deux catégories de pays, ceux qui considèrent que l'ouverture vers le monde est un choix stratégique, d'autres qui considèrent que peut-être retrouver davantage de souveraineté, peut-être pour certains en tout cas, voire même un repli un peu sur soi. Et donc on voit bien que partout, dans beaucoup de pays, il y a ce débat qui est en train de structurer le débat politique. Bon, moi, mon sentiment, c'est que, en tout cas, le Maroc a depuis maintenant plusieurs décennies a fait ce choix stratégique de l'ouverture sur le monde. À bien des égards, c'est un pays qui est un peu 360 degrés. C'est-à-dire que voilà, il a des relations avec son nord, son sud, son est et son ouest, enfin, dans la profondeur. Et donc, la question qui se pose, effectivement, c'est le Maroc a des enjeux évidents de projection sur le continent africain. Voilà. Depuis maintenant une dizaine d'années, on a vu effectivement des grands champions marocains développer leurs investissements sur le continent africain. On voit aussi le Maroc restructurer, redimensionner ses outils de financement de long terme. Alors, pour ne pas les citer, mais le Maroc dispose lui aussi d'acteurs qui sont très proches en fait de l'AFD dans leur mode de fonctionnement, donc des banques publiques de développement. Voilà. Est-ce que certaines d'entre elles, est-ce que ces banques publiques de développement n'auront pas à un moment donné vocation à se projeter à l'international? Sera mis en place très prochainement le fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui sera aussi un outil de financement de long terme. On voit aussi l'ex-feu Caisse centrale de garantie se transformer progressivement. Alors pour le moment, tous ces outils sont redimensionnés sur les enjeux du territoire national. Maintenant, moi, objectivement, si on raisonne à 10-15 ans, la question sans doute de la projection de ces opérateurs publics sera sans doute un sujet, la question de l'internationalisation des TPE, PME marocaines sur le continent ou même en Europe sera aussi un sujet. Et donc va se poser sans doute au cours de ces prochaines années quels outils, au fond, d'accompagnement de ces acteurs. Alors il n'y a pas de modèle. La France a son expérience avec sa trajectoire et puis ça a donné un ensemble d'outils de financement, dont l'AFD parmi d'autres. Le Maroc aura sa propre stratégie, sa propre trajectoire et puis sans doute structurera davantage effectivement sa projection à l'international, c'est évident. Merci, Mioub Mezouari. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général de l'Agence française de développement au Maroc. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous. Excellente suite des programmes sur Média TV.